je suis Arno Stern, je suis né en Allemagne, à Kassel, et quand j'ai eu 9 ans, en 1933, nous avons quitté l'Allemagne, mes parents et moi, et nous sommes arrivés en France, et c'est là que j'ai grandi. C'est là que s'est passée mon enfance. Et je suis allé à l'école, j'étais un très bon élève, et la guerre est arrivée, nous avons quitté la petite ville dans l'est de la France pour nous réfugier, et nous avons finalement séjourné 2 années dans la vallée du Rhône, et puis devant la menace, parce que la France était occupée, donc après la défaite, et donc nous étions en danger, cachés d'abord chez un bûcheron à la montagne, et puis chez des paysans, et puis nous sommes allés jusqu'à la frontière suisse, et miraculeusement, nous n'avons pas été refoulés, ce qui fait que 3 années durant, les 3 dernières années de la guerre, se sont passées dans un camp de travail. C'est là que s'est passée mon adolescence. Et puis la guerre étant finie, nous avons été rapatriés, nous sommes revenus en France, une France qui a été pillée par l'occupation. Et puis on m'a proposé un travail dans un orphelinat, dans un foyer pour orphelins de guerre, ce que j'ai accepté en toute innocence, ne sachant pas trop ce que j'allais y faire, mais on m'a dit il faut occuper les enfants. Très bien. J'ai essayé d'occuper les enfants entre les heures de classe et les repas et le dortoir. Il fallait improviser, il fallait trouver. Et qu'est-ce que j'ai pu utiliser? Il n'y avait rien. Des bouts de crayon que j'ai trouvé, du papier de récupération. J'ai fait dessiner les enfants. Et ça a été pour moi un éblouissement. Je ne m'attendais pas à ça. C'était des enfants purs, il est vrai, des enfants qui avaient été cachés pendant la guerre. Ils étaient les uns chez des paysans ou d'autres cachés dans un couvent. Bref, ils ont survécu aux déportations. Leurs parents ont été déportés, mais eux ont survécu. Ils n'étaient pas allés à l'école pendant la guerre, ils étaient absolument purs. Et ce qu'ils ont dessiné m'a vraiment touché très profondément. J'ai donné de la peinture aux enfants et ça a été alors délirant. Ils ont fait des tableaux de plus en plus grands. Il faut dire qu'au commencement, j'avais des petites feuilles qui étaient posées sur la table, j'avais des bancs autour de la table, les enfants étaient assis et ils dessinaient, ils peignaient aussi bien que possible avec des tout petits pinceaux sur des petites feuilles. Bien. Et puis un jour, un enfant m'a dit, je voudrais faire un tableau plus grand. Ah, comment faire? J'ai dit, il n'y a qu'un moyen, je vais afficher la feuille sur le mur. C'est ce que j'ai fait. Et les autres enfants disent, moi aussi, je vais faire un tableau plus grand. Ce qui fait que j'ai supprimé la table, j'ai supprimé les chaises, les bancs, et tous les enfants ont peint debout devant le mur. C'était tout à fait nouveau, bien sûr, c'était hors des habitudes. Et ça a été formidable. Pour moi, ça a été extraordinaire de voir ces enfants sur ces grandes feuilles qui vivaient ce jeu avec un enthousiasme qui était contagieux, bien sûr. Et puis, ce mur n'était pas assez grand pour tout le monde, il y avait beaucoup d'enfants, il y avait 2 fenêtres. Que faire? J'ai cloué des planches sur les 2 fenêtres pour gagner de la place, pour pouvoir mettre encore quelques enfants de plus. Et puis j'ai mis les peintures sur une planche au milieu. Et c'est comme ça qu'est né le jeu de peindre. La maison a fermé après quelque temps, et moi je n'avais qu'une envie, c'est de continuer ce que j'avais découvert chez ces enfants. J'ai donc cherché à Paris un appartement, ça a été très difficile après la guerre. J'ai fini par trouver et j'ai installé un atelier pour les enfants en me basant sur cette expérience dans le foyer pour enfants, dans la maison d'enfants. Et donc, il n'y avait pas de table, il y avait seulement une planche aussi avec des godets. Et puis j'ai imaginé un instrument, la table palette, qui se trouve au milieu, qui est une longue planche étroite avec 18 couleurs, 18 gobelets d'eau, des porte-pinceaux, tout est très ordonné comme un clavier d'un piano par exemple.
Et les murs, bien sûr, étaient revêtus d'isorel mou, et c'est comme ça qu'est né le jeu de peindre, c'est comme ça qu'est né le clos-lieu. Un lieu donc sans fenêtre, pour des raisons pratiques, pas pour d'autres raisons. Et puis, j'ai constaté, après quelque temps, parce que beaucoup d'enfants sont venus à Paris dans ce lieu, j'ai constaté que les tableaux qui se faisaient là étaient différents de ceux qui se faisaient ailleurs. Par quoi? Pourquoi étaient-ils différents? J'ai réfléchi et puis je me suis aperçu que c'était les conditions dans lesquelles je faisais peindre les enfants qui déclenchaient une manifestation différente de celle qui pouvait se produire ailleurs. Voilà donc ce qui donne son caractère au clos-lieu. Et puis j'ai remarqué que tous les enfants, quels qu'ils soient, dessinent les mêmes choses. J'ai réfléchi là-dessus aussi. J'ai collecté les tableaux à la fin de chaque séance et je me suis aperçu qu'il y avait un nombre restreint d'objets que tous les enfants représentent. J'en ai fait un inventaire. Et puis, ça a été le déclenchement, pour moi, d'une étude. Cet inventaire m'a poussé à aller plus loin. Et puis, en vivant au quotidien, ou presque au quotidien, ce jeu, parce qu'il y avait 150 enfants chaque semaine qui venaient chez moi. Ça faisait une énorme quantité de tableaux que, après la séance, je détachais des murs, que je regardais et je classais et je rangeais. Je faisais donc vraiment des classements et je m'apercevais de deux choses. C'est que tous les enfants peignent les mêmes choses et qu'il y avait des évolutions qui se produisaient de la même manière chez tous les enfants. Il y avait donc deux éléments importants, c'est la répétition et puis l'évolution. Ça, c'était pour moi les premiers pas dans une étude que j'ai poursuivie après pendant plus de 30 années et qui m'a fait découvrir un code particulier que j'appelle aujourd'hui la formulation. À l'époque, je n'avais pas trouvé ce nom. Il fallait tout inventer, il fallait tout découvrir parce que je n'avais aucun modèle. Je ne suivais pas une méthode, je ne suivais pas un enseignement. C'était vraiment le vide. D'autres qui ont parlé du dessin de l'enfant venaient de quelque part. Ils venaient du domaine de l'art, ils venaient du domaine de la psychologie, ils venaient de quelque part. Mais moi, je venais de nulle part. Je venais d'un camp de travail. Je n'avais pas de préjugés. Je n'appliquais pas des idées à ce que je voyais. J'avais un regard absolument vierge sur ce que je vivais, sur ce qui se déroulait sous mes yeux.